Après avoir été exclus des réunions de famille pendant 10 ans, ils ont soudainement débarqué devant ma luxueuse nouvelle maison. Lorsque j'ai ouvert la porte et que j'ai dit calmement. Leurs visages sont devenus livides. Après avoir été effacés de chaque réunion de famille pendant 10 années consécutives, je pensais avoir enfin appris à vivre sans eux, jusqu'au jour où ils se sont présentés à ma porte sans invitation, debout sur le perron en marbre de la vie qu'ils n'auraient jamais cru que je puisse bâtir. Je me souviens de la façon dont ma main s'est figée sur la poignée de la porte, non pas par peur, mais par une sorte de colère silencieuse qui avait vieilli avec moi. Quand j'ai ouvert la porte et vu leur visage, s'attendant à retrouver l'ancienne version de moi qu'ils avaient l'habitude d'ignorer, je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas effondré. J'ai juste prononcé une phrase. Et regarder la couleur quitter leurs joues, c'était comme voir une décennie de blessures prendre enfin la parole. Je m'appelle Julien Valmont. Au moment où ma famille s'est finalement présentée devant ma porte d'entrée, les visages pâles et les yeux écarquillés, j'avais déjà passé 10 ans à apprendre à vivre comme si je n'en avais pas. Ce moment sur le perron en marbre de ma nouvelle vie n'est pas arrivé de nulle part. Tout a commencé un mardi ordinaire à 7h42, dans mon bureau au mur de verre à La Défense, avec un email qui semblait inoffensif mais qui a fait l'effet d'un coup de poing. L'objet était joyeux et enjoué, réunion de famille Valmont week-end à Deauville. J'ai cliqué par habitude, pas par espoir. La liste des réponses était soigneusement disposée, chaque cousin, chaque belle famille, chaque oncle bruyant était comptabilisé. Mon nom n'y figurait pas. Encore une fois. 10 années de suite. J'ai fait défiler 2 fois juste pour être sûr, même si je le savais déjà. Ce vide familier s'est installé dans ma poitrine, cet espace engourdi où la déception avait appris à s'asseoir tranquillement. Mon téléphone s'est allumé avant que je puisse fermer l'ordinateur portable. Maman clignotait sur l'écran. Je l'ai fixé une seconde, puis j'ai décroché. Julien, mon chéri. Elle a commencé à utiliser ce ton doux qu'elle réservait aux mauvaises nouvelles. Elle voulait paraître raisonnable à propos de la réunion. La maison n'a tout simplement pas assez de place cette année. Tu sais à quel point c'est bondé. Je pouvais voir la maison de Deauville dans mon esprit. 4 chambres, un canapé-lit, une terrasse assez grande pour 3 familles. C'est vrai, dis-je. Pas de place. C'était la 10e fois que j'entendais une version de cette phrase. Les mots avaient été polis par la répétition, mais ils écorchaient toujours en descendant. Elle a continué à parler de la disposition des couchages, des enfants qui avaient besoin d'espace, de la façon dont les jumeaux de Roxane étaient difficiles à gérer. Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'elle soit à court de justification. Bien sûr, maman, dis-je finalement. Je comprends. J'ai raccroché, ne ressentant tout sauf de la compréhension. Une vibration est arrivée une seconde plus tard. Roxane. Salut Juju, je sais que c'est gênant, mais j'espère que tu comprends. C'est juste de la logistique. J'ai fixé l'écran sur ce mot, logistique. J'ai failli rire. Roxane était celle qui organisait tout. La directrice des opérations autoproclamées de la famille. Si mon nom n'était pas sur la liste, ce n'était pas un accident. J'ai tapé pas de souci et je l'ai effacé. J'ai tapé je comprends et je l'ai effacé aussi. Au final, je n'ai rien répondu du tout. Avant que je puisse jeter mon téléphone de côté, il a sonné à nouveau. Le nom de Damien est apparu. J'ai répondu à la première sonnerie. Laisse-moi deviner, dit-il. Tu as eu droit au discours annuel et pas de place à l'auberge. J'ai expiré brusquement par le nez. Tu paries encore sur mon traumatisme? J'ai dit à mon collègue que j'avais mis 20 € sur le fait que ta mère utiliserait exactement la même excuse. Ne fais pas de moi un menteur. Sa blague a frappé là où elle le faisait toujours, cet endroit étrange entre l'humour et la blessure. Tu as gagné, dis-je. Elle a choisi l'excuse de l'espace cette année. Classique, mec, murmura-t-il, sa voix s'adoucissant. Je suis désolé. Les mêmes personnes qui t'ont élevé ne te voient toujours pas. C'est leur perte, pas la tienne. Je regardais l'horizon parisien, l'arche de la Défense découpant un ciel matinal pâle. Dehors, j'étais Julien Valmont, le gars avec un bureau d'anglais et un titre qui rendait LinkedIn jaloux. Dans ma famille, j'étais la chaise supplémentaire qu'il gardait au garage juste au cas où, mais qu'il ne rentrait jamais à l'intérieur. Ça va, menti-je. J'ai du travail. Quand l'appel s'est terminé, je me suis adossé à ma chaise et j'ai laissé mon esprit m'entraîner quelque part où je n'étais pas allé depuis longtemps, la cuisine de la maison de Deauville, 20 ans plus tôt.
Je pouvais sentir le sel de l'océan et le beurre de tout ce que ma mère faisait brûler dans le four. J'avais 10 ans, debout sur un escabeau, pliant des serviettes en triangle parfait pendant que les rires débordaient du salon. La pratique du piano de Roxane avait été promue au rang de spectacle ce soir-là. Les adultes applaudissaient chaque fois qu'elle finissait un morceau, lui disant qu'elle avait un vrai talent. Bastien, plus jeune que moi mais d'une manière ou d'une autre toujours plus important, était dans le jardin avec mon beau-père, Gauthier, apprenant à faire un service parfait pour le grand match de tennis de ce week-end. Chaque son dans cette maison avait une direction. La musique et la fierté coulaient vers Roxane. Les acclamations et les high-fives coulaient vers Bastien. La seule voix coupant mon espace était celle de ma mère flottant depuis la salle à manger. Julien, garde ces serviettes bien nettes. Nous n'avons pas le temps de tout refaire. Mon carnet de croquis était ouvert sur le comptoir à côté de moi, une demi-page remplie de vagues au fusain s'écrasant contre les rochers. J'avais demandé plutôt si je pouvais la porter sur la terrasse et dessiner le coucher de soleil. Elle n'avait pas levé les yeux de sa liste de tâches quand elle a dit non. Ce soir-là, en regardant tout le monde graviter les uns autour des autres comme si je n'étais même pas là, j'ai réalisé quelque chose que je ne pouvais pas encore mettre en mots. Je ne faisais pas partie du spectacle. J'étais l'équipe technique en coulisses. Ce souvenir s'est estompé alors que ma boîte de réception sonnait à nouveau, me ramenant au présent. J'ai fermé l'email de la réunion sans répondre. 10 ans du même rejet m'avaient appris une chose, ma famille n'avait jamais fait de place pour moi. Pas vraiment. Je ne savais simplement pas encore à quel point cette vérité était profonde, ni jusqu'où ils étaient prêts à aller pour me garder à l'extérieur. J'ai fait ce que je fais toujours quand quelque chose se fissure en moi. Je me suis enterré dans le travail. À 9 heures, mon écran était rempli de projections et de cartes. Le dossier d'expansion à Lyon brillait devant moi. C'était le plus grand mouvement que notre entreprise avait fait depuis des années, et c'était moi qui étais chargé de lui donner du sens. Les chiffres étaient faciles. Ils ne prétendaient pas vous aimer tout en vous repoussant tranquillement. Pourtant, même les formules Excel et les graphiques de croissance ne pouvaient étouffer l'écho de la voix de ma mère. J'étais tellement perdu là-dedans que je n'ai pas remarqué quelqu'un debout dans l'encadrement de ma porte jusqu'à ce que j'entende un coup doux sur la vitre. On dirait que tu essaies de tuer ce tableur avec tes yeux, dit Théo. Il approchait la soixantaine, cheveux argentés et autorité calme. Le genre d'homme qui faisait taire les salles de conseil sans élever la voix. Il était mon mentor depuis ma première année dans l'entreprise. Juste en train de peaufiner les modèles pour Lyon, dis-je, forçant un haussement d'épaule. Grosse semaine. Théo entra et ferma la porte derrière lui, puis s'appuya contre le cadre, les bras croisés. Tu sais, je t'ai vu présenter devant une salle remplie d'investisseurs sans sourciller, dit-il. Aujourd'hui, tu as l'air de vouloir être n'importe où sauf ici. Parle-moi. Je fixai la diapositive devant moi, faisant semblant de lire un chiffre que je connaissais déjà par cœur. C'est juste des histoires de famille, dis-je. La réunion, demanda-t-il presque nonchalamment. Je levai les yeux, surpris. Tu l'as mentionné une fois il y a des années, ajouta-t-il. Tu étais nerveux à l'idée de prendre des congés. Tu disais que c'était important pour eux de t'inviter. Je laissai échapper un souffle qui ressemblait trop à un rire. Ouais, eh bien, problème résolu. Ils ne l'ont pas fait. Les yeux de Théo s'adoucirent. Toujours la carte du pas de place dans la maison. J'ai hoché la tête. Quelque chose dans ma poitrine se serra. Il secoua la tête lentement. Tu sais que tu n'es plus ce gamin dans la cuisine, n'est-ce pas? L'image me frappa si fort que je ne répondis pas pendant une seconde. Quel gamin, demandai-je, même si je savais. Il leva une épaule. Celui qui plie les serviettes pendant que tout le monde reçoit des applaudissements. Je ne connais pas les détails, mais j'ai rencontré assez de gens pour reconnaître ce regard. Pendant un moment, je ne pus parler. Je ne lui avais pas raconté cette histoire. Je ne l'avais racontée à personne. Ces mots effleurèrent une cicatrice que j'avais longtemps prétendu faire partie de ma peau. J'ai dégluti. Ce qui est drôle, dis-je doucement, c'est qu'ils ont réussi à me faire sentir comme ce gamin pendant une décennie sans même me voir. Théo hocha la tête une fois, comme s'il comprenait plus que ce que je disais. Gère ce que tu as à gérer, dit-il. Mais ne laisse pas les gens qui n'ont jamais vérifié tes devoirs être ceux qui notent ta vie. Quand il est parti, je suis resté assis là, les paumes pressées à plat sur le bureau, le cœur battant. J'avais besoin d'air et j'avais besoin de réponses. C'est peut-être pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait ensuite.
Cela a commencé comme une distraction. J'ai ouvert un onglet de navigateur et tapé « Recherche cadastre et taxes foncières Deauville » comme si de rien n'était. J'avais déjà vérifié la maison de Deauville auparavant, juste par habitude morbide, mais je n'avais jamais creusé trop profondément. Cette fois, quelque chose en moi m'a poussé plus loin. Numéro de parcelle, nom du propriétaire, valeur locative. Tout était public si on savait où chercher. J'ai fait défiler et c'est là que je l'ai vu. 3 ans de taxes foncières impayées, 2 hypothèques distinctes, un drapeau rouge vif, risque de saisie. Je me suis adossé brutalement. Ainsi, pendant qu'ils organisaient des réunions et me disaient qu'il n'y avait pas assez de place, la maison elle-même était en train de couler. J'ai cliqué plus profondément. Dossiers hypothécaires, refinancement, date. Ils avaient contracté un deuxième prêt sur la maison, puis un autre. Les montants n'étaient pas petits. Les taux d'intérêt étaient laids. Ma famille, qui aimait me faire la leçon sur la stabilité et la responsabilité, jouait à la roulette financière avec le seul véritable actif qui leur restait. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais le seul à sembler le remarquer. Ma gorge était sèche. J'ai continué à creuser jusqu'à tomber sur un scan du bureau juridique départemental, des notes de réunion d'un appel auquel je n'étais pas, mais auquel j'aurais probablement dû être. Une ligne vers le bas m'a figé. La famille préfère gérer l'affaire en interne. Suggère d'éviter l'implication de Julien dans les discussions financières. Éviter l'implication de Julien. C'était juste là, noir sur blanc, une explication claire pour 10 ans d'exclusion polie. Il ne m'avait pas tenu à l'écart pour gagner de la place. Il m'avait tenu à l'écart de la vérité. Pendant une longue minute, j'ai juste fixé cette phrase, attendant que la colère frappe. Elle ne l'a pas fait. Ce qui est venu à la place était quelque chose de plus froid, de plus lourd, une sorte de clarté. Toutes ces années, je m'étais demandé ce qui n'allait pas chez moi. Ce qui me rendait si facile à laisser de côté. Il s'avérait que la seule chose qu'ils essayaient de protéger n'était pas mes sentiments. C'était leur désordre. J'ai ouvert un nouveau fichier et j'ai sorti le formulaire que j'avais utilisé 100 fois dans des transactions pour d'autres personnes et j'ai proposé un achat au nom d'une société holding. Valmont Horizon SARL avait été une idée pour une future entreprise, une coquille vide attendant un but. Maintenant, elle en avait un. J'ai rempli le numéro de parcelle, l'adresse que je connaissais par cœur, le prix de l'offre qui couvrirait les dettes, et même plus. Mes mains ne tremblaient pas. Au contraire, elles semblaient plus stables qu'elles ne l'avaient été toute la matinée. Je n'ai pas appelé Damien. Je ne l'ai pas dit à Théo. Je ne l'ai dit à personne. Pour une fois, il ne s'agissait pas d'un conseil d'administration, d'une équipe ou d'un consensus. Il s'agissait de moi reprenant une place qui n'avait jamais voulu de moi, mais qui m'avait façonné quand même. 2 semaines plus tard, je me tenais dans le salon de la maison de Deauville en tant que propriétaire légal. Les poutres au-dessus de moi étaient tachées d'eau. La rambarde de la terrasse pourrissait. Le vieux piano dans le coin était désaccordé. L'air sentait la poussière, le sel et autre chose, peut-être le fantôme de chaque version de moi qui s'était tenue ici en essayant d'être vue. Dehors, la Manche rugissait contre les rochers comme elle l'avait toujours fait, indifférente. Je l'ai écoutée et je me suis fait une promesse. Cette maison ne serait plus le théâtre de mon humiliation. Elle ne serait plus la toile de fond des réunions auxquelles je n'étais pas invité. Quoi qu'il arrive ensuite, cet endroit ne serait plus celui où il m'effaçait. Je ne savais pas que signer ces papiers était le premier mouvement d'une guerre dont ma famille ne savait même pas encore que nous étions engagés. Après avoir signé les papiers et que la maison de Deauville soit légalement devenue mienne, j'ai continué à creuser dans les finances de la famille de la même manière qu'un chirurgien continue de vérifier les hémorragies cachées après l'opération. Je me disais que c'était juste pour comprendre dans quoi je m'étais embarqué, mais la vérité était plus simple et plus lourde. J'avais besoin de savoir jusqu'où allait le silence. Mes parents s'étaient toujours présentés comme le genre de personnes qui géraient bien leurs affaires, le genre qui me faisait la leçon sur la responsabilité et l'éducation financière chaque fois que je prenais une décision qu'ils n'approuvaient pas. Mais plus j'ouvrais les dossiers, plus le sol se dérobait. Niché entre les lignes d'impôts et les relevés en retard, il y avait des transactions que je ne reconnaissais pas. Des charges qui ne correspondaient pas aux dépenses du ménage dont je me souvenais. Des lignes de crédit ouvertes à différentes années. Des paiements effectués de manière incohérente, des montants qui étaient petits en eux-mêmes mais alarmants lorsqu'ils étaient additionnés. C'était comme entrouvrir une porte et découvrir une pièce dont j'ignorais l'existence.
Alors que je faisais défiler les scans, un souvenir auquel je n'avais pas pensé depuis des années a surgi brusquement, ma remise de diplôme. Je pouvais encore sentir le soleil de fin d'après-midi battre sur le terrain, la toge rugueuse collée à mon cou, le son de centaines de familles applaudissant alors que les noms étaient appelés. Quand le mien a été annoncé, j'ai regardé dans les gradins par instinct, m'attendant à quelque chose, n'importe quoi. Mais l'espace où ma famille aurait dû être était vide. Plus tard, j'ai appris qu'ils avaient choisi d'aller au match de tennis de Bastien à la place. Il avait plus besoin de nous, avait dit ma mère. J'avais hoché la tête comme si je comprenais, mais rester seul sur cette estrade avec mon diplôme en main m'a appris une vérité pour laquelle je n'avais pas de mots. À 17 ans, leur silence n'était pas accidentel. C'était délibéré, un choix. Ce même silence résonnait maintenant alors que je cliquais sur les dossiers financiers. Un document a frappé plus fort que les autres. Une pile d'avis de retard liés à des prêts personnels au nom de ma mère, contractés pour renflouer Bastien de tentatives commerciales qui n'avaient mené nulle part. Les dates remontaient à plusieurs années. D'innombrables tentatives pour colmater les brèches d'un navire en perdition. Chaque fête, chaque fois qu'ils m'avaient dit qu'ils allaient bien, chaque fois qu'ils insistaient pour que je ne m'inquiète pas, ils avaient menti. Et pire, ils n'avaient pas menti pour me protéger, mais pour me tenir à l'écart. Je me suis adossé à ma chaise, fixant le montant total qu'ils devaient, réalisant que c'était précisément le genre de dette qui pouvait détruire une maison familiale. Ils avaient laissé la maison de Deauville se dégrader, non par négligence, mais à cause de décisions qu'ils avaient prises et qu'ils ne voulaient pas que je connaisse. Un autre fichier reposait tranquillement dans le dossier numérique, presque trop propre. Le titre seul m'a fait mal au ventre. Autorisation de gestion de propriété familiale. C'était une copie scannée d'un document que Roxane avait signé 3 ans plus tôt, la plaçant comme point de contact pour toutes les décisions liées à la maison. Je l'ai ouvert et j'ai lu ligne après ligne jusqu'à ce que mes yeux atteignent la phrase qui expliquait tout, demande de consolidation de la communication familiale. Rationaliser la prise de décision en réduisant le nombre de participants impliqués. En dessous, écrit à la main dans une écriture penchée et précipitée, se trouvait une note, exclure Julien de toutes les réunions internes. Mes mains se sont serrées autour du bord de mon bureau. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un oubli. Il m'avait évincé intentionnellement. La découverte a épluché un autre souvenir, un qui vivait dans les murs de la maison de Deauville elle-même. J'avais 13 ans, allongé éveillé dans la petite chambre à l'étage qui sentait le bois séché au soleil et l'air marin. Les vagues s'écrasaient contre les rochers dehors, régulières et indifférentes. J'entendais des rires monter du rez-de-chaussée. Roxane montrant un morceau de piano. Bastien se vantant d'avoir été sélectionné dans l'équipe régionale. Ma mère s'agitant autour d'eux. J'ai attendu que quelqu'un appelle mon nom, demande où j'étais, remarque le silence. Personne ne l'a fait. Cette nuit-là, j'ai fixé le plafond jusqu'à ce qu'il devienne flou, réalisant pour la première fois qu'être oublié faisait mal différemment d'être ignoré. Être oublié signifiait qu'il s'était déjà adapté à mon absence. Debout dans le salon de Deauville des années plus tard, le ressac martelant derrière les fenêtres, j'ai réalisé que cette douleur ne m'avait jamais quitté. Elle avait simplement changé de forme. J'ai marché vers la grande fenêtre surplombant la plage, laissant l'air froid d'une fissure dans le cadre toucher ma peau. Ils ne m'ont pas juste oublié, murmurai-je. Ils m'ont effacé. La maison craqua faiblement comme pour approuver. Le silence à l'intérieur n'était pas vide. Il était intentionnel. La vérité était enfin claire. Je n'avais jamais été laissé de côté par erreur. J'avais été retiré. Et maintenant que je savais, tout ce qui suivrait serait différent. J'ai pris l'avion pour retourner à Paris le lendemain matin, déterminé à m'enterrer à nouveau dans le travail. L'expansion à Lyon exigeait mon attention, et se concentrer sur la logistique semblait plus sûr que de patauger dans les décombres émotionnels que j'avais découverts. Mais dès que mon avion a atterri, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. 3 appels manqués de Bastien. 2 messages de Roxane, tous 2 marqués urgents. Je n'ai pas répondu. Il n'avait pas montré d'urgence depuis 10 ans. Quoi que ce soit qui comptait soudainement pour eux pouvait attendre que je trouve de la clarté. Mais la clarté n'était pas quelque chose qu'ils avaient l'intention de me donner. Quand je suis entré dans le hall de mon bureau, la réceptionniste m'a fait un sourire crispé et a pointé vers la salle de conférence. Votre famille est là, chuchota-t-elle comme si elle annonçait une évacuation. J'ai marché dans le couloir et je les ai vus à travers la vitre, ma mère assise raide sur sa chaise, Roxane faisant les 100 pas avec une pile de papier à la main,
et Bastien fixant la table comme s'il attendait un verdict. Pendant un moment, je les ai juste regardés, notant à quel point ils semblaient déplacés dans cet espace poli où je passais la majeure partie de ma vie. Au moment où je suis entré, Roxane a laissé échapper « Tu dois arrêter ça ». Pas de salutation, pas d'explication, juste un ordre. Elle m'a fourré les papiers dans les mains, des impressions du transfert de propriété, les hypothèques que j'avais remboursées, l'acte de vente, maintenant sous Valmont Horizon. Transfère-le en retour, dit-elle. Ce n'est pas juste. J'ai laissé ces mots flotter là avant de répondre. Quelle partie, demandai-je. La partie où j'ai sauvé la maison que vous étiez sur le point de perdre, ou la partie où personne n'a pensé à me le dire? Ma mère s'est penchée en avant, la voix s'élevant. Tu n'avais aucun droit, Julien. Cette maison est tout ce qu'il nous reste. Tu nous as exploités quand nous étions vulnérables. J'ai failli rire de l'absurdité. Exploité, répétai-je. 3 ans de taxes impayées, 2 prêts, pas un seul mot pour moi. Vous n'avez pas perdu la maison à cause de moi. Vous l'avez perdue bien avant que j'intervienne. Le visage de ma mère est devenu pâle, et pour la première fois, j'ai vu la peur scintiller dans ses yeux. Avant qu'elle ne puisse répondre, Bastien s'éclaircit la voix. Sa voix était mince. C'était moi, dit-il. Le 2e prêt et les affaires. Je n'ai rien dit à personne. Je pensais pouvoir arranger ça avant que ça devienne un problème. Je l'ai fixé. Bastien avait toujours été l'enfant chéri, celui qui avait des 2e, 3e, 4e chances. Et maman savait, demandai-je doucement. Elle ferma les yeux. Cela me disait tout. Je ne voulais pas que tu le juges de haut, murmura-t-elle. L'ironie était presque suffocante. Alors tu me l'as caché, dis-je. Tout ça, pendant des années. Elle hocha la tête, incapable de croiser mon regard. J'expirai lentement, la vérité se resserrant autour de mes côtes comme une ceinture. C'est pour ça que je n'étais pas inclus, dis-je. Pas parce qu'il n'y avait pas de place. Parce que vous ne vouliez pas que je sache ce que vous faisiez. Roxane s'interposa entre nous, le visage rouge. J'ai signé des papiers pour gérer la propriété. J'ai suggéré de te tenir à l'écart des réunions. Tu questionnes toujours tout, Julien. Tu compliques les choses. Elle le disait comme si c'était un défaut, comme si être prudent était la raison de leur échec. Ma tête semblait étrangement claire alors que je les regardais tous les trois. Si vous vouliez que je parte, vous auriez dû juste le dire, dis-je calmement. Vous n'aviez pas besoin de vous cacher derrière des excuses. Ma mère se pencha en avant, le désespoir remplaçant la colère. Nous avons besoin que tu gardes ça sous silence, dit-elle. Si les gens l'apprennent, ça nous ruinera. Ce fut le moment où quelque chose en moi bascula pour de bon. Je ne suis pas celui qui a ruiné quoi que ce soit, dis-je, et je ne porte plus le poids de vos choix. Je me levai en rassemblant les papiers. Prouvez que vous n'êtes pas les mêmes personnes qui m'ont exclu pendant une décennie, dis-je. Pas avec des excuses, avec des actes. Si vous voulez réparer ça, commencez par là. Je suis sorti de la pièce, les laissant dans le silence qu'ils avaient autrefois utilisé si efficacement contre moi. Mais cette fois, c'était eux qui y étaient assis. Je savais en fermant la porte derrière moi que le conflit entre nous ne faisait que commencer et qu'aucun de nous n'en sortirait indemne. J'ai conduit jusqu'à ma maison à Annecy avec le genre d'épuisement qui s'installe derrière les yeux et refuse de bouger. Je n'ai pas mis de musique sur le trajet. Je n'ai appelé personne. J'ai juste laissé les kilomètres et le calme s'étendre devant moi. Quand je suis finalement entré dans l'allée de la nouvelle maison, un endroit que j'avais acheté précisément parce qu'il était loin de tout et de tous, j'ai ressenti un bref soulagement. De l'espace, de la distance, de l'air que je n'avais pas à partager. Tout ce que je voulais, c'était une nuit pour penser sans que les voix de ma famille me ramènent à la version de moi-même sur laquelle ils avaient toujours insisté. Mais l'univers avait clairement d'autres plans. Dès que j'ai posé mon sac sur le comptoir de la cuisine, la sonnette a retenti. Je me suis figé. Il était près de 21h et personne ne venait jamais ici à l'improviste. J'ai vérifié la caméra de sécurité et mon estomac s'est noué. Tous les trois se tenaient sur le porche, ma mère, Roxane et Bastien, chacun tenant des bagages, comme s'ils n'avaient plus d'endroit où aller. 3 heures plus tôt, ils étaient dans mon bureau à me dire d'annuler tout ce que j'avais fait. Maintenant, ils étaient à ma porte, visage tendu, yeux incertains, comme s'ils s'attendaient à ce que je sois reconnaissant de la surprise. J'ai ouvert la porte lentement. Vous êtes là, dis-je, ma voix stable.
Pour parler honnêtement cette fois, ou pour répéter les mêmes répliques répétées? Ils semblaient décontenancés, surtout ma mère, qui avait toujours supposé qu'elle contrôlait le ton de chaque conversation. Ils sont entrés, et soudain la maison a semblé encore plus grande. Les baies vitrées du sol au plafond, l'agencement ouvert, l'élégance calme, tout semblait rendre ma famille plus petite, pas moi. Pour une fois, ce n'était pas moi qui rétrécissais. Roxane erra dans mon bureau et fixa le mur d'écran, le bureau poli, les plaques dont je ne parlais jamais. « Tu travailles comme ça tous les jours ?» demanda-t-elle doucement. Je ne me suis pas tourné vers elle. « Tous les jours. » Ma mère se tenait près de l'escalier, absorbant tout comme si elle me voyait pour la première fois. « Pourquoi ne nous as-tu pas dit que tu avais bâti tout ça ?» Je l'ai regardé et j'ai dit la vérité la plus simple. « Tu n'as jamais demandé. » Elle grimaça, mais pas assez pour détourner le regard. Au lieu de cela, elle s'éclaircit la voix. Nous devons parler de la maison de Deauville. Elle parlait prudemment maintenant, choisissant chaque mot comme s'il comptait. Si tu transfères la propriété en retour, nous pouvons discuter de ta venue à la réunion à nouveau. L'offre atterrit dans la pièce comme un courant d'air froid. J'ai laissé échapper un lent soupir. Donc, c'est une négociation, dis-je. Une transaction. L'accès à la famille en échange de l'immobilier. J'ai vu quelque chose changer dans l'expression de Bastien. De la culpabilité peut-être, ou de la panique. Il frotta l'arrière de son cou avant de laisser échapper ce qu'aucun d'eux n'avait prévu de dire. Roxane voulait venir ici parce qu'elle avait besoin de voir combien d'argent tu as réellement. Ma mère siffla son nom, mais c'était trop tard. Il continua. Elle pensait que tu pourrais peut-être aider à couvrir la dette, ou au moins une partie. La vérité pendait là entre nous, lourde et aigre. Ce n'était pas pour moi qu'ils avaient fait tout ce chemin. C'était l'espoir que je sois assez riche pour réparer tout ce qu'ils avaient cassé. Je les ai regardés, ma famille, les gens que j'avais autrefois supplié de me remarquer, et j'ai senti une ligne nette et tranchante se dessiner dans ma poitrine. Je ne suis pas votre plan de sauvetage, dis-je doucement. Et se présenter à ma porte n'efface pas 10 ans de mise à l'écart. Ma mère s'avança, tendant la main vers mon bras comme elle le faisait quand j'étais enfant. Nous essayons d'arranger les choses, dit-elle. Je n'ai pas bougé, et elle a laissé tomber sa main. Arranger les choses commence par l'honnêteté, dis-je. Pas des exigences, pas des conditions. Nous avons fini dans le salon, ma famille sur le canapé semblant petite et déplacée tandis que je me tenais en face d'eux. Il m'a frappé à quel point c'était différent de chaque dispute que nous avions eue par le passé. Ils n'avaient pas le contrôle ici. Ils n'en étaient même pas proches. Ils n'avaient plus un seul levier sauf la culpabilité. Et j'avais finalement dépassé ça aussi. Ils ont posé des questions. Ils ont essayé des explications. Mais j'avais atteint le point où l'émotion ne brouillait plus la clarté. Si vous voulez parler, vraiment parler, dis-je, je suis là, mais j'ai fini d'être la personne vers qui vous venez seulement quand tout s'effondre. Ils n'ont pas discuté. Ils sont juste restés assis là, silencieux, attendant que je décide de la suite. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme l'enfant dans le coin. Je me sentais comme quelqu'un dont la présence comptait, quelqu'un avec du pouvoir, quelqu'un qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Alors que je les regardais dans la pénombre de mon salon, je pouvais sentir quelque chose bouger, monter comme un orage qui se préparait depuis des années. Ce n'était plus seulement un conflit. C'était le début d'un règlement de compte auquel je savais qu'aucun de nous n'était préparé. Un jour plus tard, après une nuit à peine dormie et des heures de pensée en boucle, j'ai pris une décision. Si ma famille devait comprendre qui j'étais devenu et ce qu'ils avaient perdu en me tenant à l'écart, ils devaient voir mon monde non pas comme des étrangers essayant de me prendre quelque chose, mais comme des gens enfin forcés de confronter la vérité. Alors, je les ai invités à dîner dans un palace sur la côte normande, non loin de là, le même endroit où je rencontrais souvent des investisseurs et des clients qui me confiaient des décisions bien plus importantes que tout ce que ma famille ne m'avait jamais permis de gérer. Le trajet le long de la côte était silencieux. L'hôtel s'élevait des falaises comme quelque chose tiré d'une carte postale, tout en pierre, verre et lumière du soir. À l'intérieur de la salle à manger, les lustres brillaient doucement au-dessus des nappes blanches et des hautes fenêtres qui encadraient l'océan. Ma famille est entrée et s'est immédiatement raidie, submergée par un monde auquel ils ne savaient même pas que j'appartenais. Ils ont essayé de le cacher, mais j'ai vu la façon dont leurs yeux s'écarquillaient, la façon dont leurs épaules se rétractaient. Nous nous sommes assis, et avant que je puisse dire quoi que ce soit, une voix familière a traversé la pièce.
Julien, dit Théo en marchant vers nous avec un sourire chaleureux. Je suis content de te croiser. Il s'est tourné vers ma mère et a tendu la main. Votre fils est l'un des candidats les plus solides pour notre comité exécutif. Un futur leader en devenir. Je n'avais pas besoin de regarder ma famille pour connaître leurs expressions. Choc, incrédulité, fierté qu'ils n'avaient pas mérité. Pendant un moment, personne ne parla. Quand Théo est parti, ma mère s'est penchée. Pourquoi ne m'as-tu rien dit de tout ça, demanda-t-elle. Sa voix était petite et pour une fois pas exigeante. J'ai croisé son regard. Parce que tu ne voulais pas l'entendre, dis-je. Chaque fois que j'essayais, tu changeais de sujet ou tu redirigeais vers Roxane ou Bastien. Le dîner est arrivé, mais personne n'a touché à son assiette. Ma famille semblait trop occupée à observer la salle, absorbant la réalité que j'avais réellement ma place ici. À mi-repas, Roxane s'est levée brusquement et m'a fait signe de suivre. Dans le couloir, elle a croisé les bras. Bastien ne t'a pas tout dit, dit-elle. Il n'a pas seulement contracté des prêts. Il a utilisé la maison comme garantie à nouveau il y a quelques mois. Mon estomac se serra. Maman ne savait pas pour cette partie, ajouta-t-elle. Il avait peur que tu le découvres, surtout après que tu as commencé à poser des questions. J'ai hoché la tête lentement. Donc, si je ne l'avais pas acheté, dis-je, la banque l'aurait fait. Roxane détourna le regard. Probablement d'ici la fin de l'année. Pendant un moment, aucun de nous n'a bougé. Puis elle a murmuré, je ne suis pas fier de la façon dont nous avons géré les choses. De retour à table, je leur ai dit ce que je savais. J'ai étalé chaque détail, chaque dette, chaque secret, chaque mensonge qu'ils s'étaient raconté pour me protéger ou se protéger les uns les autres. La vérité était assise entre nous comme une pierre lourde. Ma mère a posé sa fourchette et a pressé une main sur sa poitrine. Je ne t'ai pas tenu à l'écart parce que je m'en fichais, dit-elle. Je t'ai tenu à l'écart parce que je savais à quel point tu étais capable. Je pensais que si tu t'impliquais, tout ce que tu toucherais éclipserait ton frère et ta sœur. Je ne pouvais pas risquer de briser l'équilibre. Ces mots ont frappé plus fort que n'importe quelle accusation qu'elle m'avait lancée. L'équilibre. L'idée que je devais briller moins pour qu'il puisse briller. J'ai senti la colère monter, mais en dessous se trouvait quelque chose de plus vieux. Un chagrin que je portais depuis l'enfance. J'ai passé 30 ans à essayer de gagner une place que vous aviez déjà décidé que je ne pouvais pas avoir, dis-je doucement. Personne n'a parlé après ça. Le silence n'était pas dédaigneux cette fois. Il était stupéfait, exposé, réel. Je me suis levé et j'ai marché vers le balcon à l'extérieur de la salle à manger. L'air nocturne était froid, les vagues s'écrasant loin en contrebas. Pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je ne me sentais pas invisible. Je me sentais vu, même si ça faisait mal. Ma famille est restée à l'intérieur, trop secouée pour bouger, et j'ai laissé l'obscurité de l'océan me stabiliser. Le conflit avait atteint un point où les mots seuls ne pouvaient plus le porter. C'était le seuil, le bord de ce que nous avions été et de ce que nous pourrions devenir. Je ne savais pas si c'était un début ou une fin. Tout ce que je savais, c'est que rien nous concernant ne reviendrait jamais à ce que c'était avant. Je suis retourné à Annecy après ce dîner tendu, portant le poids de tout ce qui avait été dit et de tout ce qui était resté non dit. Quelque chose en moi savait que ma famille n'avait pas dit toute la vérité. La maison était calme quand j'ai essayé de dormir, mais mon esprit refusait de se calmer. Vers minuit, j'ai entendu frapper à ma porte. Ma mère se tenait là avec une boîte en bois que j'ai reconnue instantanément, celle qu'elle gardait cachée dans le grenier de Deauville. Elle s'est assise à côté de moi et l'a ouverte lentement. À l'intérieur se trouvaient des morceaux de mon enfance que je ne connaissais pas. Elle avait gardé des coupures de journaux de concours scientifiques que j'avais gagnés, ma vieille médaille de science, des photos floues prises de moi depuis les coulisses. Pendant des années, je pensais qu'elle ne s'était jamais assez souciée de moi pour garder quoi que ce soit. Voir ça maintenant m'a coupé le souffle. Puis elle a avoué quelque chose que je n'avais jamais vu venir. Elle avait intentionnellement minimisé mes accomplissements parce qu'elle craignait que si je grandissais trop vite, je la quitterais de la même manière que mon père l'avait fait. J'ai senti le sol bouger. Toute ma vie, j'avais pensé qu'il était parti à cause de moi, parce que je n'étais pas assez bien. Elle a expliqué qu'il était parti à cause de la pression qu'elle lui mettait, pas à cause de moi. Des décennies de culpabilité mal placée ont volé en éclats à ce moment-là. Des bruits de pas ont retenti à la porte. Roxane avait entendu.
Son visage était pâle alors qu'elle réalisait la vérité qu'elle n'avait jamais imaginée. Elle m'avait tant voulu pendant des années parce qu'elle supposait que j'étais le favori, alors qu'en réalité j'étais celui que notre mère craignait de perdre. Je n'étais pas en colère contre toi, dit-elle doucement. J'étais en colère contre une histoire que j'avais inventée. Pour la première fois, nous étions face à face sans hostilité, seulement avec de la douleur et de la compréhension. Ma mère a pris ma main, demandant pardon. Elle a admis qu'elle ne le méritait pas encore. Je veux réparer ça, dit-elle. Je suis prête à changer. Je lui ai dit que le pardon ne pouvait pas venir du jour au lendemain. S'il voulait une place dans ma vie, elle devait être méritée par des actes, pas des promesses. Plus tard, seul sur le balcon surplombant le lac calme, je me suis senti à la croisée des chemins. Rester seul ou leur donner une dernière chance de me rencontrer là où j'étais vraiment. La lumière du matin remplissait la maison d'Annecy alors que je faisais mes valises pour Lyon, où je devais prendre mes nouvelles fonctions de directeur de la stratégie régionale. C'était la plus grande étape de ma carrière, une étape pour laquelle je m'étais battu seul. Quand je suis descendu, ma famille attendait dans l'entrée, plus calme et plus modérée que je ne les avais jamais vus. Roxane s'est approchée la première, me tendant les papiers d'autorisation qu'elle avait autrefois utilisés pour m'exclure des décisions familiales. Si tu veux bien de moi, je veux que tu sois impliqué. Vraiment impliqué. Plus de cachet. Plus de contrôle. Bastien s'est avancé ensuite. Il a admis que la dette était pire que ce que j'avais découvert et a dit qu'il ne demandait pas d'argent, seulement des conseils pour reconstruire sans s'appuyer sur personne. C'était la première véritable prise de responsabilité que j'entendais de sa part. Puis ma mère a placé la vieille clé de Deauville dans ma main. La maison est à toi, dit-elle doucement. Quoi que tu choisisses d'en faire, nous respecterons. Ce n'était pas une négociation. C'était l'acceptation, enfin. Je leur ai dit que je garderais la maison, mais pas comme un symbole d'exclusion. Je la garderais comme un endroit pour recommencer selon mes propres termes. Et j'ai ajouté une condition. Les réunions alterneraient désormais entre Lyon et Deauville. S'ils voulaient que je fasse partie de la famille, ils devaient entrer dans mon monde de la même manière qu'ils attendaient que j'entre dans le leur. À ma grande surprise, ils ont tous accepté immédiatement. Pas de résistance, pas de marchandage, juste de la sincérité. Quand j'ai chargé ma valise dans la voiture, ils ont marché à côté de moi. Pas devant, pas derrière, mais à côté. Pour la première fois, nous étions sur un pied d'égalité. En m'éloignant, regardant une dernière fois la maison d'Annecy briller dans la lumière du matin, j'ai réalisé que je ne savais pas exactement ce que l'avenir nous réservait. Mais la différence maintenant était simple et profonde. Pour la première fois en 30 ans, le choix m'appartenait. Je me suis dirigé vers Lyon avec à la fois de vieux souvenirs et un nouveau départ, un que j'avais ouvert pour moi-même. Alors que la route s'ouvrait devant moi, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais jamais permis de croire auparavant. La guérison ne vient pas toujours de grands gestes. Parfois, elle vient de la décision silencieuse d'arrêter de porter ce qui n'a jamais été à vous. Je conduisais vers une vie que j'avais bâtie sur un terrain que j'avais gagné, avec des limites que je savais enfin protéger. Et c'est peut-être la vraie leçon ici. Vous ne pouvez pas choisir la famille dans laquelle vous êtes né, mais vous pouvez choisir le rôle que vous jouez dans votre propre histoire. Vous pouvez choisir quoi retenir, quoi relâcher, et quand ouvrir la porte à quelque chose de mieux, même si cela signifie l'ouvrir seul.